Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette webconférence organisée par VK, l'UGAP et la ATF sur une thématique qui, je le sais, vous interpelle directement au regard du nombre d'inscrits à cette webconférence transformation du secteur public. Quels impacts sur l'aménagement des espaces de travail? Évolution, modernisation, transformation, les mots ne manquent pas pour décrire les changements à l'œuvre dans le secteur public, maintien de services publics de qualité au plus près des usagers avec des budgets contraints, définition de parcours usagers simplifiés pour un meilleur accès de tous en ligne comme en présentiel, garantie de la qualité de vie au travail des agents publics, sans oublier les nouvelles contraintes environnementales, que ce soit en matière d'efficacité énergétique, de bilan carbone ou encore d'objectifs zéro plastique, autant d'enjeux majeurs auxquels les acteurs publics se trouvent aujourd'hui confrontés. Nous allons ce matin, pendant une heure, nous concentrer sur l'impact de toutes ces transformations sur l'aménagement des espaces de travail. La crise sanitaire a accéléré une organisation du travail qui concrètement évolue vers plus d'autonomie pour les agents publics et les salariés, plus de télétravail quand c'est possible. Comment une telle évolution se traduit-elle dans l'aménagement des espaces au sein des collectivités, des établissements publics, des ministères? Moins de bureaux individuels, plus d'espaces partagés, plus de flexibilité. Y a-t-il une nouvelle manière d'occuper ces bureaux? Très prosaïquement, mais très fondamentalement, le bureau tel qu'il préexistait il y a encore quelques années avec un ordinateur, une table, une chaise, éventuellement la photo de ses enfants, est-il encore en cours de disparition ou a-t-il d'ores et déjà disparu? Nous allons en parler avec des acteurs directement concernés par le sujet dans le cadre de cette webconférence, donc je rappelle organisée en partenariat avec l'UGAP, qui est la centrale d'achat majeure que vous connaissez, qui accompagne le secteur public depuis plus de 50 ans, et l'AATF, l'association des administrateurs territoriaux qui eux-mêmes travaillent très régulièrement, bien entendu, avec le réseau très dense de l'UGAP. Vous avez, cher public, la possibilité, comme toujours, de commenter nos échanges, mieux encore, de nous poser des questions. Derrière la vitre de ce studio se trouvent Cynthia Nguyen et Isabelle Gariani de VK qui se chargent de récupérer vos réactions et de les faire remonter en quelque sorte pour qu'à un moment ou à un autre, plutôt en fin d'émission, on puisse poser les questions aux intervenants. On aime bien aussi, dans ces webconférences, les questions sondages. On vous en posera 2 au cours de celle-ci, histoire de prendre un petit peu le pouls du ressenti global, savoir un petit peu ce que vous pensez des débats tels qu'ils ont lieu. Enfin, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de nous rejoindre, un replay leur offrira la possibilité de réécouter cette webconférence sur le site de VK, bien entendu, qui regorge d'ailleurs de belles choses à revoir. Je vous invite à le parcourir. Je m'empresse de vous présenter nos intervenants. Alexandra Atiache, secrétaire générale du pôle ressources et directrice de la transformation de Pleine Commune. Bonjour Madame Atiache. Romain Déhédin, chef du pôle immobilier de l'État et chef du projet de la cité administrative d'Amiens. Bonjour. Charline Collin, architecte d'intérieur, aménagement et équipement des espaces à la délégation territoriale d'Aix-en-Provence de l'UGAP, et Karine Valoter, responsable de projet d'équipement à l'UGAP. Donc autant de personnes qui vont réagir à notre thématique. On va commencer par vous, Alexandra Atiache. C'est bon, vous êtes bien en lien avec nous? Oui. On vous entend bien? Oui, bonjour, je vous entends bien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et de répondre à toutes ces questions. D'abord, juste un petit mot, puisque l'ATF est un des 2 partenaires de cette webconférence. Juste rappeler de quoi il s'agit pour ceux qui le découvriraient. Alors, l'ATF, c'est l'Association des administrateurs territoriaux de France, donc c'est une association professionnelle, mais on va un petit peu plus loin à l'ATF, on profite de la réunion de toutes ces compétences qui sont sur le territoire français et territorial dans son ensemble pour échanger sur les bonnes pratiques et innover. Alors, on parle beaucoup d'innovation, mais là encore, on essaye d'aller un petit peu plus loin. On produit des choses parce que innover dans son coin, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, on produit des rapports, des documents et on les diffuse autant que possible auprès des élus locaux, mais aussi nationaux. Voilà, donc ce qu'on souhaite porter à l'ATF, c'est l'idée du service
service public local comme un service public qui va de l'avant, qui réfléchit sur des choses nouvelles et très concrètes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, je crois. Oui, absolument. Je crois que vous organisez, si je dis pas de bêtises, votre congrès à Marseille, non? Les 22 Tout à et fait, 23 en juin? fin de Je me trompe? mois de juin. Tout à fait, Ok, exactement. ok. Ouais, très bien. Donc n'hésitez pas, au cas où, je veux dire, si vous êtes du Tout à côté de fait. Marseille, si vous avez à vous inscrire pour ce congrès toujours passionnant. Alexandra Atiache, pour savoir exactement de l'endroit où vous nous parlez, est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots quel a été votre propre parcours professionnel et votre implication finalement dans cette réorganisation du travail? C'est mes moments préférés toujours. Parlez-moi. Je vais parler de mes 2 dernières expériences qui peuvent expliquer Oui. qu'aujourd'hui, vous m'avez invitée à prendre la parole. Aujourd'hui, donc, je suis secrétaire générale du pôle ressources à Plaine Commune. Auprès de la DGA Ressources, je suis chargée de coordonner toutes les fonctions ressources. Et je suis aussi directrice de la transformation parce qu'on a considéré que transformer, c'était d'abord l'une des missions des ressources et qu'il fallait que ce soit une mission portée au plus haut niveau, au niveau DGA. Et dans mon escarcelle, j'ai beaucoup de choses. J'ai des missions courrier, la com interne et j'ai aussi la conduite du changement. Ce qui montre qu'à Plaine Commune, on voit ça comme la conduite du changement, c'est pas quelque chose qui est fait de manière très théorique. Ça doit aussi s'exprimer au quotidien pour les agents. Et puis précédemment, j'étais chef du bureau processus et évaluation à la DRH des ministères sociaux. La DRH des ministères sociaux qui est assez particulière puisqu'elle est la DRH de 3 ministères à l'époque où j'y étais. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus que 2. Mais c'est tout de même 400 personnes qui assurent la paye, le suivi des carrières, le pilotage des effectifs pour environ 10-15 000 personnes sur le territoire. Et donc, le changement dans ce contexte-là, notamment dans une volonté à la fois de créer de la transversalité, mais de faire coexister plusieurs cultures différentes, c'était un vrai défi pour la DRH. Voilà, en quelques mots. Oui, au ministère et puis bien sûr aussi à Plaine Commune. Quel lien on peut établir entre réorganisation du travail et aménagement de l'espace de travail? Est-ce que les 2 réflexions dans votre quotidien sont menées de concert? Alors, c'est vrai que souvent, les gens qui assistent à cette émission, comme vous le disiez tout à l'heure, en ont sans doute eu l'expérience. On réfléchit à l'espace, à l'organisation de l'espace après les projets, qu'ils soient projets de développement du télétravail ou réorganisation des administrations. Et c'est vrai que de plus en plus, on se dit que c'est un sujet qu'il faut aborder plus tôt. Je vous donne un exemple pour préparer l'intervention aujourd'hui. Je me disais qu'à la DRH des ministères sociaux, on était parti sur l'idée de rompre un peu les silos. Les silos, on le connaît tous, c'est une façon de travailler entre soi sans forcément créer de la transversalité. Donc le silo, c'est une question d'organigramme, mais c'est aussi une question d'espace. Et quand à la DRH des ministères sociaux, on s'est intéressé à ça, on s'est vite aperçu que finalement, on n'avait pas consacré assez de temps et de moyens pour se dire comment on va la transversalité qu'on a créée dans l'organigramme, comment on va la traduire dans l'espace réel. À Plaine Commune, alors j'étais pas encore à Plaine Commune, et il y avait la même dimension très forte aussi, puisque Plaine Commune, c'est 9 communes du nord de Paris, avec des compétences qui ont été transférées et donc des agents qui ont été transférés qui auparavant travaillaient pour des villes et qui aujourd'hui travaillent pour une intercommunalité très vaste, avec des enjeux très importants, notamment les JO 2024. Et donc là, le challenge pour Plaine Commune, ça a été de dire, vous êtes agent de Plaine Commune et vous travaillez sur 3 territoires qui ont été créés sur Plaine Commune, le nord, l'est et le sud. Et donc, aider les agents à ne plus se référer à la ville d'où ils venaient, mais à Plaine Commune et au territoire pour lequel ils agissaient en tant qu'agents de voirie, agents d'espace vert, aménagement, etc. Donc là encore, Plaine Commune travaille à ça, à créer des lieux de regroupement où on vient parce qu'on est de la direction territoriale sud, on est de la direction territoriale, etc. Et au siège de Plaine Commune, qui est à Saint-Denis, mais qui est un peu le lieu de regroupement de l'ensemble des agents. Donc, on voit bien que si on ne traite pas ce sujet,
on loupe quelque chose d'important. Alors, moi, ce que je dirais pour répondre à votre question, c'est que ce sont deux sujets liés. Est-ce qu'il faut les traiter en même temps? Pas forcément, mais je pense que dans les projets, il faut avoir ça en tête tout de suite. C'est-à-dire que se dire, j'installe le télétravail, je fais ma réorg, à quel moment je vais m'intéresser à l'espace physique? Je ne sais pas si je poursuis. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Et est-ce que l'objet, en quelque sorte, en lui-même, la réorganisation, tous ces termes-là, c'est facile de les faire percoler auprès d'un certain nombre d'agents, peut-être un peu moins sensibles à cette problématique-là? Est-ce qu'on arrive à embarquer autant de personnes qu'on le souhaiterait? Quel est votre militantisme en interne, en quelque sorte, pour arriver à montrer que c'est important d'aller vers ça, même si pour certains, ça peut apparaître un peu abstrait, en quelque sorte. Et justement, elle est intéressante votre question, parce qu'on peut se dire que grâce à la réorganisation physique, on peut donner corps à une réorganisation administrative d'organigramme. Et c'est vrai qu'on le voit bien, nous on l'a vu à Plaine Commune, on s'est réorganisé en 2020-2021, et au siège, on a complètement revu la répartition des bureaux à l'été dernier. Donc plusieurs mois après. Et les gens se sont découverts. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils travaillaient ensemble, mais certains qui ont été réunis après plusieurs mois se sont dit « Ah oui, c'est vrai, tu es mon collègue ». De la même manière, on a fait coexister des pôles qui se connaissent très très mal, et donc on voit bien que les gens se parlent. Tu es mon voisin, tiens, je découvre que tu es du pôle attractivité, je découvre que tu es du pôle ressources. Donc c'est un levier très fort, l'organisation spatiale d'une nouvelle organisation ou de nouvelles méthodes de travail. D'accord. Et donc, il y a une bascule qui s'opère finalement de plus en plus auprès du personnel, et une appropriation qui évolue de plus en plus favorablement. Vous avez répondu plus ou moins à la question sur ce qui se passe à l'échelle de Plaine Commune. On est bien d'accord, Alexandra Attias, sur la manière dont l'organisation du travail se mettait en place avec ces 9 villes, avec ces défis à relever. Ou est-ce que vous avez 2-3 autres éléments à rajouter? N'hésitez pas à le faire, en tout cas. Alors, il y a plein de choses, mais qui vont parler sans doute aux personnes qui nous écoutent. Il y a l'aspect spatial, et je vous ai parlé des agents de terrain qui devaient s'inscrire dans la communauté de Plaine Commune. Vous avez aussi parlé de télétravail, évidemment, à Plaine Commune en pratique. Alors, je dis évidemment, ça nous semble évident, mais ça l'est peut-être pas pour tout le monde, mais à Plaine Commune, le télétravail a été instauré comme une pratique habituelle, donc on peut aller jusqu'à 2 jours pour les gens qui peuvent télétravailler, dans un certain nombre de conditions, 2 jours par semaine, pardon. On a même un rythme qui est assez particulier, qui est intéressant. On a un rythme à 4 jours et demi par semaine à Plaine Commune, et on voit qu'aujourd'hui, moi, encore une fois, je suis ici depuis 1 an, c'est fluide. Donc, j'aurais tendance à dire que ça s'est installé, encore une fois, dans les habitudes. Ce que j'observe par contre, notamment après le Covid, c'est que les gens ont plutôt envie de se retrouver aujourd'hui. Je ne sais pas ce que diront les collègues qui vont prendre la parole par la suite, mais c'est là qu'il y aura un enjeu aussi très fort. Je pense qu'aller vers le bureau d'aujourd'hui, c'est plus le bureau dont vous avez parlé avec la photo des enfants, etc. Et puis on s'installera là où on pourra. Je pense que déjà certaines entreprises reviennent de ça. Et on n'est pas du tout sur cette pratique-là. Après le Covid, on veut se voir, on se réinstalle un petit peu dans l'espace. Donc, comment on fait coexister le télétravail qui est réel? Parce qu'en gros, je pense que dans beaucoup d'endroits, le mercredi et le vendredi, il y a peu de monde et donc des espaces inoccupés. Mais en même temps, l'appropriation de l'espace dans un monde qui bouge tout le temps, comment on le laisse pour les agents? Parce que pour moi, ça relève du bien-être au travail. Oui, bien sûr. Merci pour ces premières interventions, Alexandra Attias. On vous retrouvera un peu plus tard, notamment pour commenter la fameuse première question sondage, si vous l'acceptez, bien sûr. Alors, chers internautes, ça y est, c'est le premier moment pour vous de cliquer un petit peu, même si j'imagine que déjà les premières questions commencent à prendre forme dans votre tête, et qu'il ne faut pas hésiter à les mettre en ligne pour qu'on puisse y répondre un peu plus tard. Première question sondage, considérez-vous
Pensez-vous que les nouvelles formes de travail impactent l'aménagement des espaces au sein de votre organisation? Oui, non, ou ne pas se sentir concerné. Donc, dans peu de temps, voilà, donc il faut soumettre un vote, même moi, je vais le soumettre parce que sinon je n'aurai pas accès aux résultats terminaux. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis dans 2-3 minutes, le temps d'entamer la conversation avec M. Déhédin, on reviendra vers vous pour commenter ce résultat. Romain Déhédin, justement, chef du pôle immobilier de l'État et chef du projet de la cité administrative d'Amiens. Bonjour, M. Déhédin, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on s'entend. Ouais, c'est super. Alors, je fais toujours cette petite vérification, on ne sait jamais. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement d'abord en quelques mots le projet de la cité administrative d'Amiens, dont l'ouverture est prévue pour début 2024, pour savoir un peu où l'on pose les pieds en quelque sorte par rapport au sujet du jour? Alors, le sujet de la cité administrative d'Amiens, pour faire vite, parce que c'est un sujet qui nous occupe depuis maintenant un peu plus de 7 ans, il a vu le jour en 2016, à une époque où la ville d'Amiens, comme beaucoup de villes de France, a perdu son statut de capitale régionale. Et pour autant, l'État a décidé d'investir dans certaines de ces villes pour y maintenir de l'activité administrative. Et Amiens a eu cette chance, donc en 2016, de voir le Premier ministre inscrire dans le contrat de développement du territoire la construction d'une cité administrative. Donc on s'est retrouvé en 2018 avec un projet labellisé en Conférence nationale de l'immobilier public, devant les instances administratives d'administration centrale. Et puis, ça nous a amené en tout début 2021 à signer un marché public global de performance avec la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest pour la conception, la réalisation et l'exploitation maintenance de la cité administrative d'Amiens. Donc aujourd'hui, on est mi-2023, effectivement. La piste d'atterrissage, c'est, on va dire, le premier trimestre 2024 où on va livrer le bâtiment et commencer les travaux d'aménagement, d'équipement, notamment du mobilier et de tous les petits aléas qui restera à mettre en œuvre pour permettre l'emménagement des 900 agents. Alors, en quelques chiffres, la cité d'Amiens, c'est 20 000 m² de surface de bureaux construite sur 3 bâtiments. C'est un peu plus de 900 agents qui vont rejoindre ces sites, qui aujourd'hui sont dispersés sur le territoire amiénois. Et donc, voilà, un des enjeux de la cité administrative d'Amiens, c'est bien évidemment de regrouper, de rassembler tous ces agents sur un même site. Le choix, et on en a eu la possibilité, c'est un aménagement en centre-ville d'Amiens. Donc, on regroupe les fonctions support administratives en centre-ville de la métropole amiénoise. Ces 900 agents représentent 14 services différents, représentant eux-mêmes 6 ministères différents. Donc, on est clairement dans un projet interministériel, multiculturel, voilà, pour lequel il nous tâchait de mettre en œuvre ce projet. Pour lequel là, il y a l'aménagement, donc il y a une session. C'est-à-dire qu'en gros, M. Déhédin, vous êtes un peu chargé de préfigurer en quelque sorte cet aménagement, d'aller choisir, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, les bureaux, le mobilier, enfin tout ce qui compose finalement les 20 000 m², c'est ça qui vont s'éparpiller un peu partout. Est-ce que la difficulté, c'est de faire visualiser des bâtiments qui n'existent pas encore, bien sûr, ils sont sur les plans ou autres, à ces agents, de les intégrer dans la réflexion ou pas, par exemple? Est-ce que c'est une des difficultés ou est-ce que les 14 services de la cité administrative d'Amiens se mettent en route par rapport à cette préoccupation, chacun à leur rythme? Alors, c'est un des grands enjeux, des grands objectifs. Ce projet de cité administrative, il est piloté sur 3 leviers principaux. Alors, on va dire le premier, c'est le levier économique. Le deuxième, c'est un levier écologique, environnemental. Donc, on a un critère de performance énergétique à atteindre sur ce site. Et le troisième qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le levier de la performance bâtimentaire. Autrement dit, le niveau de densification et la façon dont on va aménager les espaces de travail. Alors, ce critère de performance, pour pouvoir atteindre nos objectifs, on l'a habillé avec une mission de conduite du changement
alors qui est intervenu dans un calendrier contraint. Malheureusement, 2020, à l'époque où on démarrait, 2019-2020, c'était les prémices du Covid. Donc c'est vrai que la conduite du changement sur les 14 services a été un peu perturbée. Néanmoins, on l'a quand même tenue. De ce fait, on a eu l'ensemble des services qui ont été moteurs, pleinement intégrés dans la démarche. On a fait de la co-conception, de la co-construction d'espaces de travail. Voilà, alors ça a généré des questions pour lesquelles on a trouvé des réponses, et puis il y en a d'autres pour lesquelles… Par exemple, on peut les avoir ou pas? De quel type de questions on se pose dans ces cas-là? Alors, les types de questions, c'est dans nos 14 services et nos 6 ministères, je disais tout à l'heure qu'on a des cultures différentes. On a des services qui prônent la confidentialité, alors pour lesquels c'est assez compliqué du coup de sortir du prisme du bureau individuel dans lequel l'agent réalise toutes ses missions. C'est-à-dire que dans un même bureau, il va réaliser toutes ses missions, celles qui nécessitent de la confidentialité, celles qui en nécessitent moins, les visioconférences sur lesquelles il va s'installer sur son poste. Voilà, on a ce type de service pour lesquels notre démarche, ça a été de leur dire les bureaux de demain, en fait, c'est des bureaux où vous ne serez pas systématiquement au même endroit dans un même bureau. L'idée, c'est de partager les espaces, de les ouvrir, de décloisonner et de vous redonner la capacité d'avoir de la confidentialité quand vous en avez besoin, mais peut-être en vous déplaçant dans un espace qui sera dédié, de retrouver de la collégialité et des espaces pour se regrouper, travailler en groupe, également en se déplaçant dans une autre pièce. Et du coup, l'agent ne reste pas de 8h à 18h dans une même pièce, dans un bureau individuel. Et ça, c'est un peu globalement la démarche qu'on a menée avec l'ensemble des services. Et c'est vrai que tous n'ont pas le même niveau d'appréhension de cet objectif. Est-ce qu'il y a des réfractaires? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent tout ça, c'est du gadget, machin, etc., ça n'a aucun intérêt? Ou d'autres personnes qui comprennent finalement comment dirais-je, oui, le bon sens, le bien fondé de cette évolution-là? Alors, il y a forcément des réfractaires dans le sens où la complexité de ce projet, comme vous l'avez dit, c'est qu'on est parti sur quelque chose, un bâtiment qui n'existait pas. Donc, on a essayé de vendre un concept sur plan et on a hâte. Alors, c'est pour ça qu'on a cherché dans nos démarches de conduite du changement et dans le pilotage du projet, on a fait appel à des projets voisins, ou en tout cas, on s'est beaucoup déplacé sur le territoire pour essayer d'emmener les services, pour leur montrer ce qui existait déjà, à quoi pouvaient ressembler des espaces de travail que l'on appelle maintenant innovants ou nouveaux, parce qu'il n'y a rien de tel que le concret pour vraiment donner la sensation aux gens de ce à quoi peut ressembler un bureau dans les nouveaux modes de travail. C'est vrai que quand on leur dit simplement vous allez passer de bureau individuel ou bureau double sur des bureaux à 4, 6, 8, voire au-delà pour ceux qui sont en capacité de le faire, bon, eux, ils y voient juste un gain de place et une densification, alors que, voilà, moi, pour le coup, pour avoir le nez dedans depuis maintenant 4 ans, l'amélioration du cadre des nouveaux espaces de travail, ça va au-delà de la simple densification de surface. C'est vraiment, on va rechercher de la qualité, on va rechercher des nouveaux espaces. J'avais un peu cette image. Le télétravail nous a beaucoup aidé dans cette démarche. Alors, entre guillemets, le Covid nous a aidé, même si je déteste dire ça. Le fait qu'on ait accéléré un peu dans l'administration le développement du télétravail, ça a permis aux agents de se rendre compte qu'ils pouvaient réaliser une partie de leur mission chez eux. Donc, ils ont emmené un petit peu de leur bureau à la maison et ils ont vu qu'à la maison, effectivement, on pouvait travailler un coup dans le salon, un coup dans la cuisine, un coup dans le bureau, parce qu'à la base, on est tous censés avoir un bureau dédié, mais on sait très bien que tout le monde se déplace chez soi. L'idée aujourd'hui, c'est que finalement, ce qu'on a appris à faire chez soi, on le ramène au bureau et qu'au sein même du bureau, on ramène un petit peu de notre maison pour y développer un cadre de travail beaucoup plus confortable, beaucoup plus performant, beaucoup plus dynamique et qui permette beaucoup plus de collégialité et de partage des informations avec ses collaborateurs. Bien sûr, il y a ces formes de flexibilité. Ce serait sympa d'ailleurs de voir d'où tous les intervenants et les personnes parlent. Est-ce qu'elles sont au travail ou est-ce qu'elles sont chez elles au moment où on intervient? Moi, j'ai une question bête, mais j'ai droit à une question bête par webconférence. C'est acté avec VK. Quel est l'impact sur le choix du mobilier de cette plasticité des organisations de travail, etc. et tout? Un bureau, ça restera toujours un bureau, non, M. Béhédin? Alors, l'impact, justement, quand on avance dans la démarche d'évolution des espaces de travail, comme je le dis, on commence souvent par décloisonner
par regrouper les espaces de travail et les bureaux, par îlot de 4, 6, 8. Grosso modo, on commence à avoir des résultats quand on regroupe les gens par 8 ou 10. Faut pas se le cacher. En dessous des regroupements de 4 ou 6, on a finalement très peu d'espace et on ne peut pas y développer grand-chose d'innovant. À partir d'espaces de travail où on est 8, 10 dans un même espace, globalement, effectivement, vous avez quand même les plateformes individuelles, les bureaux, alors qu'on retravaille. C'est vrai qu'on essaie de proscrire aujourd'hui tous ces anciens bureaux avec des grands retours où on avait beaucoup de plateformes devant nous mais qui prenaient de la place. On va essayer de se concentrer sur des plateaux un peu plus réduits, de les regrouper et de libérer de cette manière de la place dans d'autres compartiments du volume qui est exploité par les agents, dans lequel l'idée, ça va être de développer des espaces nouveaux avec des assises hautes, basses. Vous allez avoir des espaces un peu hauteur-barre où les agents peuvent venir s'asseoir l'espace d'un instant avec leur PC portable pour y faire du développement en se regroupant à 4-5. Vous allez avoir des espaces avec des assises confortables, sorte de petits poufs, des canapés avec un tableau qui va vous servir à faire du benchmark et du partage d'idées. Vous allez avoir des espaces d'isolement. Alors, on a en tête, là, on vend beaucoup en ce moment les petites cabines téléphoniques qui peuvent être individuelles, doubles ou quadruples, dans lesquelles on peut justement retrouver de la confidentialité alors que l'on se trouve dans un espace partagé. Mais en rentrant dans ces cabines, on retrouve un espace où on est un peu plus isolé. Voilà, l'idée, c'est de développer dans un espace unique dans lequel les agents vont pouvoir circuler et se déplacer, des compartiments, des zones, et de rendre cet espace agréable, parce que le but, c'est quand même d'améliorer, donc ça doit être agréable, confortable, et surtout pratique, et ça doit répondre pleinement aux besoins des services. Merci Robert Deshédin pour ces premières réponses. Alors je vais mettre fin au suspense insoutenable sur la première question du question sondage. Considérez-vous que les nouvelles formes de travail impactent l'aménagement des espaces au sein de votre organisation? C'est un oui massif à 80%, un non à 13% et à 13%. Et il y a 7% qui ne sont pas concernés. Bon, disons qu'on attendait ce genre de résultat. Si vous avez des petites réactions, mesdames, monsieur, à faire, n'hésitez pas. Tout le monde est parti, tout le monde est embarqué. On est d'accord là-dessus? N'hésitez pas. Alexandra, ça ne vous étonne pas Alexandra Attiach, pardon, je me permets ce résultat? Si vous pouvez mettre votre micro. Oui, j'ai essayé de mettre mon micro. Ça ne m'étonne pas, mais je me permets de réagir à ce que vous disiez, Monsieur Deshédin. Oui. Est-ce qu'on ne s'adresse pas dans l'organisation que vous prévoyez uniquement à une typologie d'agents et je pense que pour vous, dans ce que vous pilotez, il y a beaucoup d'agents administratifs, quasiment même 98% d'agents administratifs, qui se prêtent à l'organisation dont vous parlez. Quand je pense, moi, à Plaine Commune, je me dis qu'il y a une multiplicité de métiers, dont des métiers administratifs, mais il y a aussi des métiers de terrain. Et avec, je le disais tout à l'heure, un fort besoin de cohésion, de se retrouver. Et ça, vraiment, c'est une attente forte de la part des agents. Et donc, autant moi, par exemple, me balader avec mon ordi, je n'attends que ça, je trouve ça sympa, aller dans ma bulle pour m'isoler, etc. En revanche, comment vous traitez ça auprès des agents qui le voient comme une remise en cause forte. Une réponse, merci. Voilà, une intervention courte, merci Alexandra Attiach. Pardon. Une réponse très courte. Non, mais vous avez tout à fait raison. Vous êtes chez vous, il n'y a pas de problème. Romain Deshédin, vraiment en quelques mots pour qu'on puisse. Alors, très rapidement, oui, on a ce cas de figure. C'est justement pour ça que l'objectif de développer les nouveaux espaces de travail, on sait qu'on ne l'atteindra pas à 100%. C'est quelque chose qui va se faire sur la durée, sur le temps. On a effectivement ces profils de services administratifs qui viennent avec nous dans la cité, pour lesquels on a des agents de terrain et pour lesquels on a encore une démarche à mener pour leur permettre de développer des nouveaux espaces de travail qui répondent pleinement à leurs attentes. Aussi bien sûr, on a tous un petit volet administratif où on a besoin de se poser, mais c'est vrai que certains ont des volets de mission beaucoup plus sur l'extérieur. Pour eux aussi, il faut qu'on arrive à intégrer leur mode de travail dans la nouvelle cité administrative. Ok, merci pour cet éclairage. On poursuit donc le tour de table en quelque sorte avec vous, Charline Collin, architecte d'intérieur, aménagement et équipement des espaces à la délégation territoriale d'Aix-en-Provence de l'UGAP. Faites-nous donc rentrer un petit peu dans votre quotidien de travail. Comment s'organise un projet d'aménagement de bureau dans le contexte évoqué par les deux précédents intervenants?
Charline. Voilà. Bonjour à tous. Alors moi, j'organise une visite sur site où je me rends, je réalise un diagnostic, j'analyse les besoins du client afin d'élaborer avec lui le cahier des charges. Depuis la fin du Covid, c'est vrai que je suis souvent confrontée à la problématique des bureaux vides et des clients qui sont justement à la recherche de solutions pour créer des espaces un peu plus dynamiques. Donc voilà, ensuite avec ce recueil des besoins, je peux travailler au bureau. Je propose plusieurs solutions d'ambiance, de plans, le tout en intégrant du mobilier UGAP. Ensuite, j'effectue de nombreux allers-retours avec le client, de modifications de plans, de 3D. On choisit les finitions ensemble jusqu'à finaliser ce projet et passer la commande. La spécificité de ce service UGAP, c'est que c'est un accompagnement qui est gratuit, proposé par un expert, ou ailleurs, ce serait une prestation quand même d'architecte d'intérieur qui serait rémunérée. D'accord, très bien. Donc, il y a une volée de cloches là autour de moi, donc je m'en excuse, mais je vais rapidement, c'est pour ça que je vais un peu couper mon micro, mais c'est les aléas du direct, comme on dit dans notre jargon. Donc, assiste-t-on ou non à la mort du bureau tel qu'il existait avant? Charline Collin, son aménagement est-il lui aussi de ce fait radicalement différent? Comment vous le sentez ça? Alors pas du tout, il n'y a pas une mort du bureau. Justement, nos ventes de bureaux le montrent bien. La demande, elle existe toujours, mais les besoins changent et cette demande a évolué. On va dire dans un premier temps, elle a vraiment évolué au niveau du mobilier, en lui-même. On recherche du mobilier, plus compact, comme le disait monsieur Dehédin, avec des bureaux qui sont quand même plus petits, des bureaux qui peuvent être évolutifs, qui permettent plus de posture. Aussi on cherche, du mobilier qui est un peu plus ludique et dernièrement plus écologique, avec la loi AGEC. Par exemple, on travaille beaucoup avec le fournisseur Steelcase qui offre de nombreuses possibilités, avec des gammes comme Ology. Ology qui est un bureau règlement hauteur, ou la gamme Flex. C'est une gamme de mobilier qui permet de combiner plein d'accessoires pour créer des espaces flexibles. Et concernant la loi AGEC, il y a un gros travail qui est effectué en ce moment entre nos achats et les fournisseurs, pour pouvoir faire des propositions à nos clients. Dans un deuxième temps, on remarque aussi une évolution au niveau de l'espace de travail. Avec ce travail hybride bureau-domicile, il faut vraiment qu'on s'adapte à la baisse d'occupation des bureaux et on fait évoluer les espaces dans ce sens-là, donc avec plus d'espaces de collaboration, de détente et de service. D'accord, très bien. Pour conclure sur votre intervention, quels sont les grands projets, les grandes tendances en matière d'aménagement des espaces de travail dans le secteur public? Voilà, est-ce qu'il y a quelques endroits qui sont un peu référencés à l'UGAP comme étant des endroits où cette évolution est palpable, en quelque sorte? Alors moi, si j'analyse les gros projets que j'ai menés avec l'UGAP avant Covid, donc surtout l'aménagement de la métropole Aix-Marseille, le conseil régional et l'aménagement de la ville de Marseille. Donc ça, c'est des projets avec entre 1000 et 1500 postes. Je m'aperçois qu'il y a quand même toujours beaucoup de bureaux individuels pour les managers. Mais un gros développement des open space pour les équipes, avec souvent un accompagnement au changement, comme l'a proposé monsieur Dehédin dans son projet. Voilà, ça c'était pour l'avant-Covid. Depuis la fin du Covid, je note quelques demandes de flex office, donc des espaces avec absence de bureaux attitrés. Par exemple, en ce moment, je travaille avec la MSA sur un réaménagement de 250 postes en bureaux partagés, justement. C'est des demandes qui sont encore à la marge dans le secteur public, mais je pense qu'il va y avoir une évolution dans ce sens-là. Ensuite, je confirme vraiment une grosse réflexion sur les espaces informels, les tiers-lieux. Donc les espaces de détente, les espaces de restauration, ça c'est des espaces qui étaient déjà existants, mais qui ont pris de l'importance et qui se multiplient. Avant, on va dire qu'on n'en voyait qu'un par bâtiment. Alors maintenant, on en voit dans tous les étages ou tous les services. Parfois même avant, il n'y en avait pas et les clients se sont rendus compte que c'était une obligation. Aussi, ce que je vois apparaître systématiquement, c'est des espaces coworking et des espaces de réunion qui sont un peu différents de ce qu'on proposait avant. Donc maintenant, on a vraiment des espaces de réunion de différents. Hop, on vous a perdu. Mais ça arrive aussi. Voilà, perdu, je suis revenue, c'est bon. Oui, c'est génial. Donc ouais, l'enjeu, c'est vraiment
de motiver les équipes pour que les personnes retournent au bureau et de privilégier un peu plus que le travail individuel. Donc, c'est maintenant de privilégier les interactions et les échanges et proposer des lieux qui sont plus vivants et attractifs que ce qu'on voyait avant dans les espaces de bureau. D'accord, super. Merci, Charles Nicolin, pour cette intervention. Est-ce que globalement, vous avez le sentiment quand même, dans toutes vos interventions, parce que vous êtes vraiment au contact quoi, de ce qui se passe, qu'il y a encore des réfractaires, les derniers mohicans, des endroits où vous débarquez comme ça, où vous dites que quelque part, il y a des aménagements ou des projets qui ne tiennent pas compte de tout ce que vous venez de dire? Ou est-ce que c'est vraiment une généralisation complète? Non, c'est pas du tout une généralisation. Comme justement je le disais avant, on voit encore beaucoup de bureaux individuels. Je pense que quand même 50% de mes projets actuellement, c'est vraiment des bureaux individuels avec même qu'une personne. Mais ça se développe de plus en plus et il y a des réfractaires, il y en a toujours. Et il y a vraiment ce travail d'accompagnement au changement qui est très intéressant, que nous, on ne propose pas à l'UGAP, mais qui se fait et qui permet de développer ces nouveaux espaces. Et finalement, avec le recul, moi, j'ai l'habitude de retourner sur les projets que j'ai aménagés Oui. et les agences sont en général très contents des nouveaux aménagements. Eh ben, tant mieux. Merci beaucoup. On va procéder à la deuxième question sondage, si vous le souhaitez bien. Donc, bureau individuel ou open space, oui, non, vous ne prononcez pas, comment vous le sentez sur le terrain, chers internautes? Est-ce que vous privilégiez encore les bureaux individuels ou les open space qui suscitent quand même parfois beaucoup de réactions, de discussions autour de la fameuse machine à café où on fait le point un petit peu sur la manière dont on travaille. Donc, le temps de répondre, en tout cas, pour nos internautes. On va terminer ce tour de table avec vous, Karine Valotter, responsable des projets d'équipement à l'UGAP. Vous arrivez donc après, dans le dernier kilomètre du projet, en quelque sorte, quand les commandes ont été passées. Quelle est la valeur ajoutée de l'UGAP à ce stade-là? Comment il est important de préciser le rôle de l'UGAP? Alors, pour revenir sur l'équipe logistique, au départ, oui, effectivement, on intervient plutôt, après, que les commandes soient enregistrées. Mais, on arrive également parfois en amont. Sur des projets à partir du moment où on est confronté à des projets qui vont être complexes ou spécifiques. Et dans ces cas-là, eh bien, on se réunit avec nos collègues du service commercial. Monsieur Dehédin nous parlait de l'aménagement d'une cité administrative. Nous, on a travaillé effectivement et on travaille encore puisque le projet va se dérouler sur 2 années. Sur l'aménagement d'une cité administrative, dans la région, Centre Val de Loire. Donc c'est 11 bâtiments, 1 500 agents. Pour pouvoir nous, travailler, nous sommes une équipe d'opérationnels, hein, donc pour pouvoir travailler, vraiment, de façon efficace sur le dossier, eh bien, on s'est réunis bien en amont, en fait, hein, dès qu'ils ont eu connaissance du projet. Et nos architectes d'intérieur et chargés de clientèle nous ont présenté finalement, ce projet, nous permettent de bien comprendre l'articulation des différents aménagements, et puis, quelles étaient les administrations qui allaient donc être implantées, quels étaient les enjeux, puis finalement toutes les particularités, hein, du dossier. Et c'est vrai que nous, on pouvait aussi tout de suite répondre, aux questions logistiques, hein, qui se posaient forcément. Et lorsqu'on a reçu les premières commandes, plusieurs semaines après, eh bien voilà, on était, bien au fait du dossier et ça nous permettait vraiment de bien gérer, le dossier. D'accord. Pour revenir à votre question, parce que du coup, j'ai pas répondu à votre question, Non, Stéphane, mais, pardon. tranquille. La valeur ajoutée, de l'UGAP, c'est, vraiment principalement un accompagnement qui est personnalisé en fait, hein, avec une équipe qui est dédiée au projet. Ce qui permet en fait d'avoir une très bonne connaissance, hein, du projet bien sûr et puis, également une maîtrise, du projet. Donc tout au long, tous les événements qui peuvent se dérouler et bien voilà, toute l'équipe, a connaissance du dossier. C'est-à-dire que pendant le processus, en quelque sorte,
d'aménagement, hein, je veux dire, ou autre, il peut y avoir des choses qui sont revues, en quelque sorte, c'est ça que vous voulez dire? Bien sûr, on s'adapte à chaque événement, hein. C'est, un aménagement, ça se passe sur, plusieurs, parfois semaines, hein, donc ça peut être rock'n'roll, hein, et donc voilà, on s'adapte, on échange, entre nos collègues du service commercial, l'équipe logistique, le client, les prestataires, les fournisseurs, enfin, c'est toute une mise en musique en fait qui est assez complexe, mais c'est beaucoup d'interactions. D'accord, très bien. Donc je vous laisse Hem, dérouler sur le reste, oui, OK, j'y vais. sur, donc la plus-value oui, bien sûr. La Comment plus-value, se oui, manifeste-t-elle? au niveau du service logistique, on a un rôle très important de coordination, de planification des livraisons. On a plusieurs fournisseurs qui interviennent et donc l'idée, c'est effectivement de livrer et d'installer, heu, tous ces mobiliers équipements à une date qui a été définie avec notre client. Bien sûr. Donc, Mmh. heu, donc pour y répondre, concrètement, lorsque les commandes arrivent, bien on se rapproche de nos fournisseurs, on fait le point, les délais, on aborde tous les points, également, de vigilance, hein, qui sont spécifiques au projet. Bien sûr. Si on aménage, par exemple, un lieu sur un site protégé pour l'armée, hein, ça nous arrive, régulièrement, il y a les demandes d'accès, donc on aborde toutes ces questions-là. Si on veut aménager, par exemple, une école, avec, peut-être une question de risque, hein, pour les enfants de se blesser et cetera. On va faire en sorte, de le signaler et qu'on demande une livraison, par exemple le mercredi après-midi. Enfin voilà, on s'adapte à chaque fois en fait, au projet, et donc le suivi, il est fait bien sûr, du début du Mmh. dossier jusqu'à la livraison et pour notre service, ça va même jusqu'à la facturation. Mmh. J'aborde la réussite des D'accord, projets très alors, bien. Écoutez, j'enchaîne? donc, vous avez effectivement, ah oui, par exemple, enchaînez, enchaînez, il y a pas de J'enchaîne, problème. Oui, OK. oui. OK, on ne m'arrête plus, hein, quand je parle, de ces Absolument. projets-là, c'est passionnant et du coup je m'arrête Ah plus. bah, mais écoutez, non, non, mais là, vous êtes lancé là, je vous arrête plus et je vous le dirai quand vous vous arrêterez. D'accord, très bien. Donc la réussite des projets clairement, ça tient au fait qu'on a des équipes qui sont expérimentées. Elles sont expérimentées, elles sont spécialisées, hein, dans le mobilier, dans l'équipement général. Donc tous les membres en fait sont complémentaires. On a nos collègues qui enregistrent, donc les devis, les commandes. Ensuite, on assure le suivi au service logistique. Mais nous, on a également aussi, des membres de l'équipe qui sont, des hommes et des femmes de terrain en fait, hein, qui sont, présents, lors du montage, des mobiliers. Et je trouve que c'est D'accord. intéressant que je vous parle d'une population en fait, hein, qui fait partie, de mon équipe qui est donc nos assistants techniques. Donc ils ont un rôle, vraiment, de terrain, hein, donc auprès de nos clients et des prestataires. Et pour donner un exemple, en début d'année, là, on a aménagé un bâtiment pour l'armée, donc 200 personnes, 200 bureaux bien sûr, hein, avec plusieurs configurations pour le coup, pour répondre aux différentes spécificités métiers. Et donc, l'assistant technique, il a fait par exemple, la prévisite, bien avant la livraison. Il s'est présenté en fait, chez notre client pour, prendre connaissance du bâtiment. Permettre en fait que le jour où tous les prestataires allaient arriver, il connaissait en fait les lieux et pour le coup, il est en capacité, d'orienter tout le monde et donc on gagne en efficacité, hein, c'est certain. Et D'accord. puis, il a aussi, collé tous les plans, hein, un peu partout, chaque étage, pour permettre, à chacun de pouvoir, installer, tous les mobiliers, conformément, au travail que peut faire, Charline, hein, bien sûr, en amont avec les clients. Donc, notre rôle à D'accord. nous, il est vraiment, que toutes les livraisons, elles soient conformes aux aménagements définis, elles soient conformes aux quantités, bien sûr, commandées et que la qualité, du mobilier ou des équipements installés, voilà, soit là, bien entendu. Très bien. Est-ce qu'on a tout abordé ou il manquait quelques points, Karine Balother? On a tout abordé. Juste ce que je dirais pour conclure, c'est que, le projet d'aménagement, je trouve que c'est la parfaite illustration de ce qu'est une relation tripartite. On travaille vraiment, en fait, en confiance, en partenariat avec nos clients, avec nos titulaires de marché, que ça soit des fournisseurs ou des prestataires.
Eh ben, merci pour toutes ces précisions. Peut-être rester 30 secondes avec nous, enfin jusqu'à encore un petit quart d'heure, parce qu'il y a des questions qui vont arriver et je vais vous demander de les commenter. Mais il y a aussi la fameuse question sondage qui a livré son verdict, bureau individuel ou open space. Visiblement, nos internautes évoquent plutôt la présence de bureaux individuels à 67%. Et d'open space à 33%, ce qui sur un plan personnel me rassure un petit peu, mais qu'importe, je sais pas, une réaction, Romain Deshédins, Karine Balloter, Alexandra Atiache, qui a disparu, mais qui va réallumer sans doute son écran et son micro, Charline Collin, par rapport à ce verdict. Alors moi, je suis pas étonnée par le verdict vis-à-vis de ce que je remarque en général. Comme je vous disais, moi j'étais sur 50% de bureaux individuels, bon, on est sur encore plus, on n'est pas loin. mais c'est vrai que c'est ce qu'on continue à voir et que le changement, il est quand même difficile, il se fait doucement, mais on voit que la demande, elle est plutôt pour des bureaux individuels. D'accord. Romain Deshédins, est-ce que ça ne traduit pas aussi quelque part une forme d'attachement à… Moi, je suis un vieux monsieur, donc une autre génération. Donc, moi, l'open space, très sincèrement, c'est pas mon truc. Mais qu'importe, on s'en fout. Mais voilà, j'instaure une petite disruption à l'intérieur. Est-ce que vous sentez des vieux difficiles comme ça à traîner comme moi? Alors, le résultat du sondage, il est quasi représentatif du niveau qu'on a atteint sur la cité administrative d'Amiens. On est à peu près dans cet ordre de grandeur où, aujourd'hui, quand je parle de déploiement de nouveaux espaces de travail avec de l'aménagement de mobilier innovant, on a atteint pour l'instant 25 à 30% des 900 postes de travail qu'on va installer sur le site. Voilà, sous-entendu, les 70% restants, on est encore dans du traditionnel où les services sont dans le bureau individuel, où on juste fait le pas de passer sur le bureau à 2, 3 ou 4, mais pas plus. Voilà. Mais dans le vrai innovant, on est dans ce ratio de 70-30. Parce que la mission de conduite du changement qu'on a tâché de mener aujourd'hui, il faudrait qu'elle ait une version 2, il faudrait qu'on la continue, ça va être l'objectif, c'est ce que je disais. On a eu une première démarche, mais il faudra qu'on continue. De ce fait, alors, comme il faut savoir que c'est la direction de l'immobilier de l'État qui est très porteuse de ces sujets d'amélioration et d'innovation dans les espaces de travail, nécessairement, tous les services qui émanent du ministère des Finances publiques sont forcément très moteurs. Donc, on a 2 têtes d'affiche dans la cité sur les 14 qui sont, eux, à 95% de leurs effectifs dans du déploiement de mobilier innovant et de nouveaux espaces de travail. Pour les autres, c'est simple, on leur a ouvert la porte en leur disant, écoutez, si vous n'êtes pas prêt à le déployer de manière globale, on vous propose de déployer sur des petits espaces. On a des services de… Ils sont peut-être heureux. Ils sont peut-être heureux comme ils sont, tout simplement. Oui, mais on voudrait quand même leur permettre on voudrait créer des laboratoires avec eux. Donc, on leur a dit, pour vous sélectionner 5 ou 10 agents chez qui vous sentez quand même une velléité de vouloir avancer dans ce sujet, on déploie des espaces de travail innovants pour ces agents et ça deviendra votre petit espace de laboratoire, de sorte que les 140 autres agents qui sont encore dans des espaces plus traditionnels vont se rendre compte à l'usage, vont pouvoir venir visiter les locaux de leurs collègues en disant finalement, votre bureau, il est vachement pratique, il est bien aménagé. Et alors, nous, on a prévu que la cité soit adaptative et flexible dans le temps. Donc, on a déjà prévu que tous les réaménagements d'espaces de travail soient faisables à coût maîtrisé. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est réseau, etc., dans le bâtiment est déjà prévu pour être transformé. Donc, voilà, on aura une deuxième étape. On sait qu'on devra en passer par là pour améliorer ce ratio de 30% de nouveaux espaces de travail et on tâchera d'augmenter avec le temps. Merci pour ces précisions, Romain Deshédins. On va passer au stade des questions-réponses parce que nos internautes ont eu la gentillesse de participer, de répondre. Alors, il y a donc des premières questions qui arrivent. Par exemple, dans la conduite du projet de la cité administrative, avez-vous intégré une évaluation des impacts type RPS en examinant les conséquences de ces implantations sur le travail des agents et sur les équipes? Donc, c'est encore vous qui devez répondre, cher M. Deshédins. Les RPS. Oui, j'ai posté une petite réponse sur le chat, mais alors c'est pas une démarche qui a été embarquée du côté équipe pilotage projet global. C'est une démarche qui a été faite, c'est pour ça que je le mets dans le chat, quand elle a été faite directement par les services, mais assez en amont de la validation du projet. Donc à l'époque où on était en train de sonder quels services étaient prêts à rentrer dans un projet de nouvelle cité administrative.
certains ont entamé des démarches pour voir avec leurs agents les conséquences sur les risques psychosociaux que cela pouvait engager. On n'a pas eu de démarche globalisée. D'accord, très bien. Mesdames, sur ces questions-là, les RPS, Alexandre HH, Karine Balloter, Charline Collin, vous voulez réagir? Moi, j'ai pas de réponse personnellement, mais je trouvais que Charline, tout à l'heure, avait dit des choses intéressantes. Vous avez parlé de mobilier, je trouvais que c'était… Ok, très bien. Peut-être utile. Je ne sais pas si Charline veut en parler. Non, je ne sais pas. Excusez-moi, Stéphane. Oui, je peux en parler. Ça regroupe aussi la question d'après, je pense, sur les adaptations de postes liées aux problèmes de santé. Donc, Monsieur Dédain a aussi répondu. Je vois qu'il connaît par cœur le mobilier UGAP. Donc oui, il y a cette gamme là dont j'ai parlé aussi, la gamme Logis de Steelcase qu'on propose beaucoup dans justement les espaces de bureaux partagés. Souvent, les demandes sont à la marge, comme je disais, mais quand il y a des demandes, justement, on nous demande des bureaux réglables en hauteur pour pouvoir s'adapter à toutes les personnes. Voilà. Après, au niveau des fauteuils aussi, on essaye de proposer au maximum des fauteuils avec le plus de réglages possible, ou alors dans des espaces coworking, des espaces de travail partagés, on peut proposer des fauteuils avec des mécanismes autorégulés, c'est-à-dire quand on s'assoit, le fauteuil s'adapte assez rapidement à la posture. Et puis voilà, le fait d'offrir différentes typologies d'espaces de travail permet de bouger au fil de la journée, d'adapter plusieurs postures qui sont très intéressantes pour la santé. Karine Balloter, vous avez quelque chose à dire là-dessus ou pas? Pas obligé, hein? J'ai perdu mon micro, pas particulièrement, mais c'est vrai que déjà, nous, on l'expérimente déjà, je dirais d'un point de vue de notre travail, hein. On bouge beaucoup plus qu'on ne le faisait, en tout cas, avant la pandémie. Même à l'intérieur de nos propres bureaux, c'est déjà le cas. Super. Alors, on poursuit, hein, puisque j'ai vu qu'elle a compris, Charline, forcément, elle est architecte d'intérieur, donc elle a compris où c'est que les questions se posaient, donc elle s'est auto-posé la deuxième question, mais elle me laisse la troisième quand même à poser. Quelles sont les innovations pour accompagner ce changement? Visio, outils collaboratifs, téléphonie, messagerie instantanée, bref, en gros, est-ce que l'accompagnement est global et comment ça se passe auprès de vos agents, peut-être Alexandra ou Romain Deshédin? Ou pas? C'est peut-être une question. Je ne sais pas, vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? Je suis désolée. Absolument. Quelles sont les innovations pour accompagner? Non, mais bien sûr. Bien sûr. Non, quelles sont les innovations pour accompagner ce changement? Est-ce que on met de la visio, des outils collaboratifs, des téléphonies? En gros, est-ce que ces innovations sont quelqu'un qui est un peu paumé au milieu de l'innovation, comme ça arrive souvent, a la possibilité d'avoir un petit endroit pour échanger et lever quelques doutes? Alors, je ne sais pas si on est très innovant à Pleine Commune, mais on va installer Microsoft 365. Je pense que c'est installé dans beaucoup de collectivités ou d'autres outils du même type. Mais là, on parlait de conduite du changement. Je ne sais pas ce qu'en dira Monsieur Deshédin, mais on passe à des outils vraiment très différents où on va vraiment travailler uniquement sur le virtuel. Et là, on revient à l'espace physique où on se dit qu'il ne faut vraiment pas qu'on soit englué dans le Teams, je réponds sur messagerie instantanée, je réponds par mail, etc. Je suis en télétravail et donc je ne vois plus jamais mes collègues. Ou je fais tout par mail, je ne décroche jamais mon téléphone pour parler à mes collègues. Donc, ce sont des outils très puissants, très intéressants parce qu'ils créent du lien. Et en même temps, il y a un risque aussi qu'on ne sorte plus de nos écrans et qu'on n'aille plus voir nos collègues. Je ne sais pas si d'autres intervenants ont le même constat, le même constat, mais en tout cas… Alors, pour le cas de figure en tout cas, il posait cette question qui appelait donc… oui, Romain. Oui, je disais, pour la cité administrative d'Amiens, c'est clair. Alors, il y a un enjeu d'amélioration, de modernisation des outils numériques. Alors, c'est pas là où, malheureusement,
c'est pas là où la cité administrative d'Amiens, mais je sais que toutes les cités administratives de France, hein, il y a 40 projets qui sont sur les rails, soit en réhabilitation, soit en construction neuve. On a tous un peu la même difficulté, c'est que l'interministérialité numérique, elle n'existe pas. Et aujourd'hui, on est tous un peu en train de ramer, mais on avance tous à notre niveau. Et ceux qui font avancer un peu le sujet aident les collègues. Chaque ministère a aujourd'hui sa propre culture du numérique, ses propres réseaux, sa propre sécurisation. Et c'est vrai que ça, c'est un gros sujet parce que dans une thématique où on veut regrouper dans des bâtiments et où on veut faire travailler les gens ensemble, quand on a immédiatement le frein du numérique et des outils de visio qui sont quasiment jamais les mêmes, voilà. Alors pour Amiens, on a trouvé une solution à l'échelle de nos 14 services, mais il n'y a pas la solution clé en main qui répondra à toutes les cités de France. Alors, on sait qu'on a ce volet où on va dans l'amélioration du numérique, mais effectivement, ces outils ont tendance à créer un peu d'isolement au niveau des travailleurs. Donc, en contrepartie, et ça, c'est aussi un des enjeux d'ouvrir, de décloisonner pour regrouper les agents dans des espaces un peu plus grands et, comme je le disais tout à l'heure, un peu mieux travailler, c'est qu'on va économiser des surfaces de travail. Le but, c'est pas simplement de les économiser et d'en faire un gain financier, c'est de retravailler ces surfaces économisées autrement. Espace collaboratif supplémentaire, espace de détente supplémentaire. Et là, il y a un gros enjeu pour aller, par contre, là, dans ce sens-là, dans le sens du partage, de se retrouver ensemble. Parce que travailler chez soi, on l'a vu, ça peut être intéressant, mais on a quand même vite besoin de retrouver les collègues. Et le contact humain est très bien. Romain Déhédin, il nous reste 4 minutes, donc il va falloir qu'on sprinte un petit peu éventuellement pour. Je vous pose un peu il y a beaucoup de questions en fait, et c'est passionnant. Merci en tout cas aux internautes de le faire. Il y a quelqu'un qui dit globalement, les nouveaux espaces veulent-ils dire plus d'open space et donc qui sont très critiqués. Hein. Vous le savez, il y a les open space, ça ravit pas tout le monde. Dans le cadre d'un projet de restructuration bâtimentaire et de services, comment est prise en compte les besoins des agents, c'est-à-dire remettre au cœur du projet les personnes concernées avec toutes les parties prenantes. Malheureusement, je vais arrêter là. Donc, est-ce que sur ces deux questions, on fait le tour? Et vos propos, on va commencer par Alexandra Attiache, par exemple. Vous direz au revoir en même temps, Alexandra. Elle est là? Elle n'est pas là. Si, elle n'a pas son micro. Elle a un problème. Elle est là, oui. Oui, donc c'est pas facile le numérique. Hein. Il faut allumer le micro, Alexandra Attiache, pour parler. Vous l'avez, voilà. Et bon, on va passer à Charline Collin. Vous êtes là? Oui, Voilà. alors plus d'open space qui sont critiqués, oui, c'est sûr que si on veut réaménager les espaces avec plus d'espaces informels, il faut gagner de l'espace et faire des open space. Mais tous ces espaces informels sont des espaces aussi très intéressants et qui permettent vraiment de proposer un espace de bureau qui est dynamique et attractif. Je vois, moi, sur mes projets, comme les agents sont contents quand on propose des super espaces coworking, des super espaces détente. Leur espace bureau est un peu plus réduit, mais finalement, ils n'y sont pas tous les jours non plus. Mais quand ils arrivent au travail, ils ont des espaces d'échange qui sont très intéressants. Voilà. Et après, moi, je voulais dire pour l'autre question, comment est pris en compte le besoin des agents? Souvent, les agents sont quand même intégrés dans les projets, peut-être pas au début, mais ils sont toujours intégrés à un moment. Moi, j'ai souvent des showrooms qui sont organisés où c'est les agents qui viennent essayer les bureaux, qui viennent essayer les fauteuils, qui choisissent les finitions. Donc, on intègre quand même les agents dans les prises de décision. Caroline Baloter, et merci. Charline Collin, c'est peut-être votre dernière intervention, donc merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Au revoir. Caroline Baloter. Alors, Charline a parfaitement répondu et là, pour le coup, ça tient à la spécificité de son métier. Moi, pour le coup, on intervient, quel que soit le projet, pour exécuter donc les projets de nos clients. On s'adapte à toutes les évolutions. Et puis, voilà, je voulais vous remercier de m'avoir invitée à cette webconf. Merci à vous pour toutes les précisions que vous avez apportées, chère Caroline Baloter. Romain Déhédin, donc on a perdu. Alors, je vous explique, Alexandra Attiache a un problème avec son micro. Heureusement que c'est arrivé vers la fin. On va se consoler avec ça et on n'aura pas le bonheur de la réentendre une dernière fois, peut-être. Romain Déhédin, donc du côté des agents, en quelque sorte. Faites-vous le porte-voix de la conclusion, un peu pour Alexandra aussi.
Du point de vue des agents, c'est ce que je vous disais, hein, il y a des interrogations. La chute, la livraison, nous, c'est début 2024. On voit qu'il y a un besoin de concret. Donc là, on est en train d'organiser des visites sur site parce que maintenant, le chantier se termine. Donc, on va pouvoir leur montrer à quoi ressemblent des espaces ouverts et à quoi va ressembler cette future cité. Donc, voilà, il n'y a pas de meilleure solution pour convaincre que de faire la preuve par l'image, de montrer aux agents, de leur montrer comment on travaille, avec ces nouvelles façons de se regrouper. Alors, je suis désolé, hein, j'ai vu toute la série de questions. J'ai pris les adresses mail de ceux qui me les ont envoyées pour qu'on puisse échanger. Je vais vous expliquer la démarche à mon tour, bien entendu, aux 3 personnes, à tout le monde, mesdames, monsieur de Hédin, de vos interventions. Ça a été une longue préparation pendant que les cloches ressonnent, bien entendu, au-dessus de ma tête, pour préparer cette webconférence dont on pourra voir, bien entendu, un replay dans très très peu de temps. Il suffit de guetter en quelque sorte ce qui se passe sur le site de VK. Dernier point sur les questions effectivement qui restent en suspens ou autre, comme ça on fera en sorte, cher monsieur Deshédin, ne soyez pas frustrés, de vous les transmettre et donc de mettre en relation un peu les gens parce que voilà, la webconférence se termine, mais il y a un petit au-delà. Merci à vous tous et donc à très très bientôt pour d'autres débats sur VK TV. Merci à tous. Au revoir.